Nous sommes à présent avec Alexandre Baradez, chef analyste chez IG. Bonjour Alexandre. Bonjour. Alors, quelle est votre analyse un petit peu des marchés ce matin? On voit que le CAC ouvre en très légère hausse, il clôturait en très légère baisse hier. On a l'impression que tout ça est assez attentiste avant le grand rendez-vous de cet après-midi. Oui, c'est effectivement le cas parce qu'on a alors, déjà aujourd'hui et déjà depuis plusieurs jours sur la partie européenne des indices qui sont globalement, et notamment les deux principaux CAC et DAX, qui sont assez flat. On a des variations assez limitées dans l'attente probablement de la réunion de demain de la Banque Centrale Européenne, mais aussi par rapport à l'évolution des relations commerciales entre l'Europe et les États-Unis. On voit clairement que ce qui a pénalisé notamment les indices allemands ces derniers jours, et dernières semaines également, il y a les questions bancaires, ça c'est pour le CAC notamment avec la partie italienne, et en Allemagne c'est tout le segment automobile par exemple, qui a pesé sur la partie allemande, parce que... Ce fameux Dieselgate. Exactement, Dieselgate, et puis le risque toujours présent, et plus que jamais présent, de tarifs américains sur les importations d'automobiles allemandes, et ça ne plaît pas au secteur, et on voit que individuellement, quand vous regardez certaines valeurs présentes dans le DAX et qui sont des valeurs automobiles, on est retombé, j'ai pris souvent le cas de Daimler, mais qui est un des meilleurs exemples, donc très grosse valeur évidemment, qui est retombé au contact de sa trendline haussière depuis la crise des subprimes. Donc en fait on était au-dessus de cette zone de soutien haussier depuis plusieurs années maintenant, et on est en train de revenir avec ces risques-là au contact de cette zone de prix. On sait tous comment ça se finit, et si on passe sur la trendline, ça veut dire fin d'une tendance haussière sur des valeurs qui ont porté la croissance déjà allemande et la croissance des indices allemands durant ces dernières années. Donc il y a un vrai risque de ce côté-là. Donc pour revenir à votre question sur le CAC et le DAX, ce sont des niveaux techniques sur lesquels nous sommes, qui sont pour l'instant des niveaux, pour le CAC, on est légèrement au-dessus d'une moyenne 50 jours et légèrement au-dessus d'un ancien support formé après l'élection française. Donc c'est une fine couche de support au-dessus de laquelle nous sommes. Si on passe sous cette couche de support, 5400 points, donc il n'y a plus rien techniquement parlant avant les plus bas annuels. Donc on voit que ce qui permet au CAC de tenir la tête hors de l'eau pour l'instant et qui est ballotté par l'actualité, ce sont aussi les niveaux techniques, et si on passe ce niveau technique, là clairement il y a énorme risque pour la partie européenne et pour la partie française notamment. Donc c'est ces niveaux techniques qui ont sauvé entre guillemets les marchés, parce que j'ai envie de dire, il y a eu ce G7, il y a eu le refus de Trump de signer, les marchés finalement, j'ai l'impression, encaissent plutôt bien cette nouvelle aujourd'hui. Oui, alors ça effectivement c'est l'aspect, en dézoomant on a le sentiment quand on regarde un peu partout en Asie, en Europe, aux États-Unis, que oui ça n'a pas beaucoup bougé après ce G7, mais si vous regardez sur les 10-15 derniers jours par exemple, on observe une divergence flagrante entre ce qui se passe côté US et ce qui se passe côté européen par exemple. Vous prenez l'indice de référence de S&P 500 et vous prenez le Rostock 50 par exemple, le S&P il a une pente à 45 degrés depuis 10 jours, le DAX il est parfaitement flat depuis 10 jours, donc ça diverge. Donc la question finale c'est de quel côté ou qui converge vers qui en premier, et donc ça c'est plutôt les banques centrales je pense qui apporteront cette réponse. Est-ce qu'on aura une Fed plus hawkish, plus agressive qui va faire baisser les indices US et qui vont donc rejoindre la partie européenne, ou est-ce au contraire on a des bonnes nouvelles de la BCE ou autres qui permettront aux indices européens de repartir? Donc ça on ne peut pas faire de prédiction sur ce que diront les banques centrales, mais en revanche ce qui est très clair c'est que si les indices US, je prends le cas de Dow Jones par exemple, vient rechercher ses moyennes de prix 50 et 100 jours, on est à peine au-dessus pour l'instant, là c'est quand même un signal baissier. Les États-Unis, le Dow Jones, lui, pour le coup, se porte bien, on vient de le dire, donc oui. Pas d'inquiétude particulière, sauf qu'on a l'impression que ça n'arrive plus jusqu'en France. C'est ça, et surtout sur la partie US, c'est vrai que c'est déjà ce qu'ont constaté les trimestres et les semestres précédents, c'est-à-dire qu'on a une volatilité, vous l'avez parlé du Dow Jones, mais on a la même chose sur le S&P, on a une volatilité qui est à 12 aujourd'hui, on est même tombé sous les 12 au cours des dernières heures, donc 11-12 de vol, c'est rien, c'est une absence quasi totale de risques pricés sur les marchés US. Alors, il y a deux façons de voir les choses. Soit c'est que les marchés sont parfaitement confiants sur le potentiel de croissance et de résultats des entreprises à venir dans les quelques trimestres, soit c'est la complaisance pure, c'est-à-dire que c'est un marché qui va d'un coup, s'il y a une mauvaise nouvelle, être cueilli par la mauvaise nouvelle et qui va devoir ajuster le curseur très vite. Et c'est pas forcément de la confiance, ça peut être de la confiance comme un peu d'aveuglement. En fait. Si c'était de la confiance, à ce moment-là, pourquoi on n'aurait pas des indices asiatiques qui auraient le même trend ou la partie européenne qui aurait le même trend? Si vous voulez, là, il y a quand même des distinctions assez fortes entre les zones géographiques, et on a effectivement une poche US qui est toujours parfaitement bien orientée, alors que les autres, notamment les émergents, on le voit, alors selon les émergents évidemment, mais c'est beaucoup plus incertain. Voilà. Donc cette sérénité américaine, elle fait un peu cavalier seul finalement dans le paysage des indices boursiers mondiaux. Et finalement, on a l'impression que par exemple la guerre commerciale enfin en tout cas les risques de guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis, là n'impactent plus les marchés, ou en tout cas plus les marchés américains. Oui, ils ont gagné, les États-Unis ont gagné. Et oui, mais regardez, est-ce que c'est réglé pour autant?
Selon un média américain ce matin, il semble que l'administration Trump trouve que les efforts faits par la Chine ou proposés par la Chine ne seraient pas suffisants. Donc on met ça au conditionnel, les fameux 70 milliards ou 80 milliards. Voilà, les États-Unis, le curseur c'est 200 milliards. La Chine, c'était 70-80 milliards proposés. Apparemment, ça ne conviendrait pas encore à l'administration Trump. Alors on sait que la Corée du Nord a pu peut-être faciliter l'issue positive pour l'instant, avec la Corée du Nord a peut-être permis aux États-Unis de lever un peu la bride sur la partie chinoise, mais je pense que ces thèmes ne sont pas effacés pour autant. Et il y a un calendrier d'entrée en vigueur des tarifs qui pour l'instant n'est pas enlevé. Ils sont entrés en vigueur aussi pour l'Europe. Et ce qu'on voit en ce moment, c'est que sur la partie automobile, pour l'instant, et on voit que l'industrie automobile allemande est plutôt inquiète, c'est qu'il n'y a aucun signe de l'administration américaine sur une volonté de ne pas taxer l'auto européenne. Donc tant que ce risque n'est pas levé, il faut bien voir que ces valeurs automobiles pèsent lourd dans la partie allemande. Alors ça, donc les valeurs automobiles dans la partie allemande, deux points politiques, un signal faible et un signal fort, entre guillemets, ou en tout cas que les marchés regardent un peu plus. La rencontre entre Kim Jong-un et Trump, du coup, impact nul ou presque sur les marchés? Non, c'est impact nul quand vous regardez ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu de mouvement. Alors on peut dire, oui, on a fini dans le vert à 0 plus quelque chose, mais c'est pas significatif. Quand il y a vraiment une surprise du marché, c'est du plus 2, c'est du négatif, c'est du moins 2, moins 3. Là, c'est pas représentatif. Donc c'est une sorte de non-événement pour la partie marché. C'est un non-événement quand même positif. Donc on n'a pas un marché qui a baissé en face, mais ça n'a pas permis de trouver un nouveau souffle et de réaccélérer. Non, je pense vraiment que là, le gros thème, ça va être les banques centrales. Ce soir, les BCE, Fed, effectivement. Donc, les BCE, la Fed, effectivement, qui doit s'exprimer en fin de journée, et la BCE qui va suivre dès demain. Du coup, des marchés attentistes. Qu'est-ce qu'on doit en attendre? Par exemple, la Fed laisse entendre qu'elle pourrait remonter ses taux pour la deuxième fois cette année. Oui, alors ça, le marché a déjà pricé. C'est-à-dire que les probabilités, quand on a des probabilités de hausse de taux, on a plus de 90% pour une hausse de taux ce soir. Donc, une hausse de taux de 0,25. Attention, pas 0,50, 0,25. Donc, s'il n'y a que ça et un communiqué assez neutre, le marché va rester flat. Comme toujours, c'est ce que le marché a pricé et ce qui va tomber in fine. Si ce qui tombe in fine, c'est par exemple que on a un discours beaucoup plus hawkish, beaucoup plus agressif dans le communiqué, des mots qui changent ou des parties précédentes qui étaient un peu plus dovish qui sont enlevées, le marché peut tirer les taux à la hausse, remonter au-dessus de 3% pour le 10 ans, pousser un peu le dollar à la hausse, et ça, le marché action normalement devrait le prendre moyennement bien. Si en revanche on a une Fed qui est beaucoup plus accommodante, enfin beaucoup plus, ce serait surprenant qu'elle le soit, mais justement le marché s'y attend pas. Si la Fed commence à montrer des formes de crainte sur les tensions commerciales par exemple, par rapport aux turbulences dans les émergents, je sais pas, c'est pas ce que le marché price, mais si c'est ce que nous avions ce soir, est-ce que pour autant ce sera un nouveau catalyseur? C'est la question qu'il faut se poser. Depuis la crise des subprimes, à chaque fois que la Fed s'est montrée très prudente, le marché est parti à la hausse, le dollar a baissé et le marché est parti à la hausse. Sauf que c'est un schéma qui perdure depuis 2009 quasiment. Donc on est sur quasiment 10 ans de cycle boursier aussi maintenant, à part quelques petites parenthèses. Si la Fed devait à un moment donné faire un peu marche arrière, alors que le marché a le sentiment qu'elle va aller vers 4 hausses de taux ou 3, s'il y avait un sentiment de crainte, je pense que je ne suis pas convaincu que le marché prendrait ça, à court terme peut-être, mais je ne suis pas sûr que ce soit un signal positif envoyé au marché. Surtout dans la perspective de révision à la hausse ou à la baisse des bénéfices des entreprises. Une Fed, avoir l'effet inverse, se dire ah tiens finalement la Fed recule, peut-être que en fait cette hausse que je vois est une hausse en trompe-l'œil. Oui, exactement, parce que là ce serait à ce moment-là un signal peut-être de crainte sur l'économie mondiale, de pic croissance pour la partie US notamment. Alors ce ne sera jamais en tant que tel dans le communiqué évidemment, mais ce sont des mots. Encore une fois, je pense que c'est la forme qui va être importante ce soir. Le fond, le marché l'a déjà à peu près, c'est la forme. Est-ce qu'il y a des mots supprimés, des mots ajoutés? Quel discours de Powell par rapport à ça? Le Wall Street Journal semble indiquer que Powell sera assez chaud pour une conférence de presse après chaque meeting. Ça c'est plutôt hawkish. On sait que quand il n'y a pas de conférence de presse, il n'y a pas de hausse de taux, il ne se passe rien. Donc Powell qui voudrait maintenant, peut-être, c'est pas confirmé, mais si c'était le cas... Des grosses annonces à justifier par exemple. Exactement, et donc peut-être plus souvent. Donc ça, hier le marché a un petit peu réagi, le dollar a grimpé un petit peu, les indices US sont un petit peu tassés sur la news. Voilà, c'est le genre de choses qui pourraient surprendre à un moment donné si ça venait être à sortir un petit peu pas de nulle part, mais alors que le marché s'y attend pas. Et alors dans la lignée du coup de la Fed, de la BCE, qui sera corrélée à la décision de la Fed ou la BCE elle a de la marge sur les taux, la BCE, parce que les taux sont toujours très bas, donc il n'y a pas de crainte par rapport à ça, il y a de la marge. C'est sur la question, je pense, plus des données économiques récentes en zone euro. Ça, c'est une vraie question pour la BCE, parce qu'on a tous remarqué que depuis le début de l'année, les stats sont assez moyennes en zone euro. L'Allemagne, c'est carrément des stats pas bonnes, des indices de confiance comme le ZIU qui tombait hier sur des plus bas de 2012. Ça, ce ne sont pas des bonnes statistiques. Et donc, est-ce que la Fed, le risque qui est là, c'est que soit la Fed tient compte de
ça, il tient compte de la situation évolutive en Italie et donc va aller vers un discours assez toujours accommodant, mais il y a une semaine, on se souvient que Peter Praet a eu des mots moins accommodants. Donc le risque pour la partie européenne, c'est qu'au moment où on se pose des questions sur la dynamique commerciale, la dynamique économique et la politique italienne, si la BCE à ce moment-là relève d'un cran juste en termes de rhétorique sa communication, on peut avoir un euro qui remonte à 20, 22. Au moment actuel, ce ne serait pas forcément la meilleure chose pour les indices européens. Voilà. Donc le risque est là. Il est le risque que la BCE finalement lève le curseur un peu trop vite, trop haut. Alors, attention, on est tellement bas qu'on repartirait de quasiment rien. Mais le marché est tellement bercé dans cette musique accommodante que, encore une fois, là aussi, un changement un peu perceptible de tonalité suffirait, je pense, à envoyer un signal un peu mitigé au marché. Donc si la Fed recule, ça envoie un mauvais signal au marché américain et donc au marché européen. En revanche, si la BCE commence à remonter ses taux, ou en tout cas, là pour le coup, ce sera un signal. Il y a une telle divergence de taux, le 10 ans allemand qui est à 0,60, alors que le 10 ans US est à 3%. Voilà. Il y a des divergences qui, à mon avis, pas tout de suite, mais qu'il faudra commencer à combler tôt ou tard. Donc, c'est pas du tout le moment ni le timing, mais voilà, encore une fois, il faut rien prédire. On ne sait jamais ce qui sortira d'une banque centrale, mais il y a des mots comme ça qui vont faire mouche. Donc, il faut surveiller ces mots-là, ces mots qui peuvent, à un moment donné, faire bouger le marché et surtout dans les signaux techniques. Pour moi, c'est ça la priorité. Il peut y avoir un mot qui fait mouche, mais il faut qu'il y ait un signal technique. Passer sous un support, casser des moyennes de prix, etc. Ça, voilà, s'il y a en plus la nouvelle macroéconomique ou politique monétaire plus un signal technique, là c'est un bon signal. Pour clôturer un mot sur cette crise italienne, on le disait, donc du coup c'est celle qui ferait en fait que la BCE aurait intérêt à ne pas trop bouger aujourd'hui en attendant que les choses se calment. Oui, alors pour l'instant le gouvernement italien envoie des signaux plutôt positifs, semble-t-il. Il a un gouvernement déjà. Il a un gouvernement premièrement, il veut rester dans l'euro, il veut réduire l'endettement, il veut le faire via la réforme structurelle, donc ça c'est des mots que la Commission européenne aime bien. Ce qu'elle aime moins, c'est l'effacement de la dette par exemple. Il y a ça, il y a la question des types de financement, de comment on se finance, il y a la question des... Et puis surtout, on voit la volonté de réforme du gouvernement, mais la question c'est qu'il y a aussi des dépenses en face. Est-ce qu'on va réussir à tout financer uniquement par les réformes? Donc il y a beaucoup de choses qui ont été dites par ce gouvernement, et pour l'instant on attend une feuille de route un peu plus concrète pour essayer de se faire un avis. En tout cas, le MIB italien, il a un peu rebondi, mais il est quand même quasiment encore 10% sous ses plus hauts il y a quelques semaines simplement. Donc on n'est pas encore revenu dans un souffle positif sur la partie italienne pour l'instant. Merci beaucoup Alexandre Baradez. Donc on a bien noté qu'il fallait attendre du coup un peu de voir ce qui se passait sur les banques centrales, que ce soit américaines ou européennes aujourd'hui. Je rappelle Alexandre Baradez que vous êtes chef analyste chez IG.